Alors, vas me toi, tu nous as retrouver ce soir. préparé carrément, c'est très complet. On va passer en revue tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on a une entreprise ou quand on va la gérer au niveau comptable, fiscal, etc. Mais avant, tu voulais nous démarrer par un petit point. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser parler. Ok. Bah oui, dans un premier temps, en fait, je voulais revenir sur les différentes mesures en fait qui ont été mises en place par le gouvernement. Le pays, enfin le monde entier traverse une crise vraiment sans précédent et à crise sans précédent, dispositif incroyable, conséquent et jamais vu auparavant. Alors, on a beaucoup entendu de choses en disant oui, en Allemagne, ils font mieux, en France, les aides de l'État ne sont pas si exceptionnelles. Alors, il faut savoir que tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, je le répète, c'est vraiment exceptionnellement conséquent et important. Il y a beaucoup, et c'est là toute la difficulté, beaucoup de dispositifs qui s'entremêlent. Et je vais essayer de revenir rapidement sur les 7-8 points clés des différentes mesures du gouvernement. Alors, parmi les différentes mesures, on a en fait, le report des échéances fiscales et sociales. On a également le report des prêts, et des échéances de crédit bail. On a le fameux fonds de solidarité, j'aurais même envie de dire les fonds de solidarité parce qu'il y en a pas qu'un seul. Et on a, le chômage partiel qui a également été, grandement revisité. On a le report des loyers, une mesure dont on va encore parler dans les prochaines semaines et les prochains mois. On a le fameux prêt garanti par l'État. Et puis, on a des évolutions significatives en matière de droit du travail. Sans rentrer dans la technicité pure et dure du social, je reviendrai sur deux, trois points clés. Voilà, et donc au programme de cette escale UniTV, on va voir les 7 points clés Olivier va nous faire le travail de synthèse. Donc vraiment, si vous êtes perdu, on est perdu, hein, vous êtes perdu, eh bien écoutez, ça va vous intéresser. Olivier, le report des échéances fiscales et sociales, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Alors, le premier point, comme tu le cites très bien, report des échéances fiscales et sociales. Alors, je ne vais pas faire un cours de français, mais en introduction, on parle bien de report et non pas d'adulation dans un premier temps, hein. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tout ce qui n'est pas payé aujourd'hui sera à payer demain. Et certes, on va pouvoir obtenir des facilités de paiement auprès des organismes sociaux et fiscaux, mais on est sur un report des charges. Ce report des charges, d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il pouvait être dans certains cas automatique et dans certains cas, il doit être sollicité par l'entrepreneur. Les entrepreneurs qui sont au RSI auront eu la surprise ou la joie, ça dépend, de voir que leur échéance avait été automatiquement reportée, sans aucune demande ou modalité pratique. À l'inverse, quand on a des salariés et qu'on doit déclarer l'URSSAF à la fin du mois ou à la fin du trimestre, si on souhaite reporter les charges sociales pour les salariés, eh ben, il faut faire les formalités qui s'imposent soi-même ou avec son expert comptable. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Donc là, on parle du report des charges sociales ou fiscales. Il y a une chose qui peut être faite, qui est à mon sens beaucoup plus efficiente et efficace que le report, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la modulation du revenu. La modulation du revenu, c'est quoi? C'est, bon, en 2020, j'ai des appels de cotisation et des appels d'impôt sur le revenu également, hein, qui sont basés sur mes revenus antérieurs. J'anticipe que mes revenus 2020 vont être moindres et donc je demande un recalcul de mes cotisations. Ainsi, je ne vais pas avoir des reports de mes échéances, mais je vais carrément avoir un recalcul total de mes appels. Et c'est beaucoup plus efficace parce qu'on se rend compte, nous, concrètement sur le terrain, que quand il commence à y avoir des décalages, des reports, administrativement, on a toujours des difficultés à s'y retrouver. Et honnêtement, cette solution de recalcul des cotisations, de réévaluation des revenus, elle est vraiment à privilégier. On a également, forcément des possibilités de restitution rapide des crédits de TVA et des autres crédits d'impôt auprès des centres des impôts. Les centres des impôts ont des consignes et la plupart des demandes de remboursement s'effectuent très rapidement. On a justement une capture d'écran que j'ai fait parvenir pour justement montrer très concrètement comment ça se passe. Vous allez
sur votre espace impôt.gouv perso ou sur votre espace RSI perso. Vous dites « Je souhaite moduler mes revenus » et vous allez ainsi faire recalculer par les différents organismes, que ce soit les impôts ou l'URSSAF, vos appels de cotisation. Et donc, ça permettra de revoir à la baisse vos échéances d'ici la fin de l'année. Et ça sera, à mon sens, comme je vous le disais avant, beaucoup plus efficace et efficient qu'un report et un décalage des échéances. Voilà pour le report des échéances fiscales et sociales. Juste pour terminer, on parlait bien de report. Bruno Le Maire a fait des annonces très récemment, à savoir vendredi dernier. Certains secteurs sont plus particulièrement touchés, on le verra, et certains reports pourront peut-être se transformer en annulation. Ça reste encore à déterminer dans les prochaines semaines. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de passer au point 2? C'est justement un point qui préoccupe beaucoup les entreprises, le report des échéances de prêt et de crédit bail aussi. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors en effet, deuxième point, on parle toujours d'un report, mais cette fois-ci, c'est un report que je qualifierais un peu plus moyen terme. Les reports dont on parlait avant, c'est du court terme, c'est-à-dire que les charges que je ne paye pas maintenant, je vais devoir les payer d'ici la fin de l'année. Là, les reports des échéances de prêt, c'est selon moi une des mesures les plus efficaces et les plus indispensables à actionner quand on est chef d'entreprise. D'ailleurs, c'est tellement indispensable et presque une évidence que certaines banques le font de manière spontanée. Bon, il y a tout de même un accord écrit a posteriori de l'entrepreneur, mais j'ai certaines banques, par exemple la Caisse d'épargne pour ne pas les citer, qui sont parties du principe je reporte les échéances de prêt. Si jamais l'entrepreneur ne souhaite pas bénéficier de ce report, il se manifeste, mais par défaut, je reporte les échéances de prêt. Alors c'est une mesure très efficace puisque la trésorerie qui va être économisée par les échéances de prêt non prélevées va venir renforcer le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Et surtout, ces échéances non prélevées, je vais les retrouver sur toute la durée du prêt, voire même à la fin du prêt. Donc, on est vraiment sur une mesure de moyen terme qui va grandement aider les entreprises. Deuxième truc et astuce, on parle bien sûr d'un report d'échéance de prêt et de crédit bail pour les entreprises, mais il faut savoir que ce report de prêt peut également, si vous êtes gentil avec votre banquier, se négocier à titre perso. On a certains bailleurs qui sont également dans des difficultés, hein, tout le monde. On peut bénéficier d'un report de 3 à 6 mois de ces échéances de prêt. Alors, je ne parle pas de prêt à la consommation, hein, mais je parle de prêt sur un immobilier ou peut-être même sur des véhicules, je ne sais pas. Sur de l'immobilier particulier, je l'ai constaté. Sur des véhicules, je ne l'ai pas expérimenté. Alors, il y a un aspect où je pense que personne n'a rien compris, parce qu'il y a des tonnes de partout, etc. Enfin, bon, et puis on n'est pas branché H24 dessus non plus, c'est les fonds de solidarité. Alors, est-ce qu'on peut faire un point sur les fonds de solidarité, s'il te plaît, Olivier, qu'au moins on sache où on va? Alors, le fonds de solidarité, je ne sais pas par où commencer, tellement c'est d'une complexité sans nom. Je vais justement essayer de faire simple, parce que c'est ce qui nous a été annoncé par le président de la République dans la première allocution. Hein. Si on se souvient bien, on parlait d'une aide simple, efficace et rapide. Au final, simple, certainement pas. Rapide, relativement rapide. Et complexe, ça c'est certain. Alors, si on veut simplifier, on a donc une aide de 1 500 € qui peut être versée en théorie à toutes les entreprises, quel que soit leur statut social, quel que soit leur statut juridique, qu'on soit en société, en entreprise individuelle, en libéral. Mais par contre, et je ne reviendrai pas ce coup-ci sur les détails parce qu'ils sont trop nombreux, il y a des critères à respecter et beaucoup de critères à respecter. Ce qu'il faut juste retenir, peuvent bénéficier sans aucune difficulté de ce fonds les entreprises qui ont été contraintes de fermer. Ça, c'est clair. Peuvent également bénéficier de ce fonds les entreprises qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière ou par rapport à la moyenne des 12 derniers mois. Voilà.
Ça, c'est les deux critères qui sont relativement simples à comprendre, simples à appliquer, mais dans les petites lignes, il y a beaucoup d'autres critères à respecter, notamment des critères de résultats et de rémunération versés aux dirigeants, pas plus de 60 000 euros. Donc, je ne reviendrai pas en détail sur cette aide, mais elle va être reconduite en avril. On va d'ailleurs, dans les prochains jours, pouvoir faire les demandes au titre du mois d'avril. Et cette aide va également peut-être être élargie auprès des secteurs les plus en difficulté, restauration, culture, etc., courant mai. Les fonds de solidarité, il n'y en a pas qu'un seul. C'est aussi là toute la difficulté de ces fonds de solidarité. Là, on vient de parler du fonds de solidarité national, 1 500 euros. Il y a un deuxième étage dans la fusée. C'est ce qu'ils ont appelé le dispositif anti-faillite. Le dispositif anti-faillite est géré au niveau régional. Et là, pour bénéficier de ce fonds régional, on a 3 critères qui sont relativement simples, mais assez restrictifs. Simples, mais assez restrictifs. C'est destiné aux entreprises qui ont au moins un salarié, qui ont déjà bénéficié du fonds de solidarité de 1 500 euros, qui se voient proche cessation de paiement. Voilà les 3 critères. Donc, et le dernier critère, on a un dernier critère qui est l'entreprise s'est vue refuser le prêt garanti par l'État, dont on parlera tout à l'heure. Donc, critère relativement simple, mais assez restrictif. Voilà. Oui, et Ouais, comment j'ai quand même. comment on fait pour demander ça? Il y avait une petite slide que tu voulais que je passe. Ouais, Tu peux nous tout la à fait. commenter Alors, peut-être? voilà. C'est d'ailleurs toute l'ambiguïté de cette aide 1 500 euros. On est sur une aide qui a vocation à soutenir l'entreprise et pour autant, c'est à l'entrepreneur de se connecter sur son espace impôt.gouv particulier. Bon, cherchez pas la logique, il y a des contraintes techniques qui ont imposé certainement l'administration fiscale de procéder de la sorte, mais on se connecte sur le compte espace impôt.gouv, on certifie sur l'honneur, c'est là aussi toute la difficulté, c'est que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de critères à respecter, sauf que concrètement, qu'est-ce qui se passe? On certifie sur l'honneur qu'on respecte les critères, on remplit son RIB et l'aide elle est versée. Donc, il faut s'attendre dans les prochains mois à avoir quand même certains contrôles et un retour de bâton pour les personnes qui n'auront pas pris les dispositions qui s'imposent pour vérifier quand même qu'elles étaient bien éligibles en fonction des critères annoncés par le gouvernement. Et puis, on arrive au quatrième point de ce rappel de ce qui se passe et qui concerne en fait la majorité des gens hein, en termes de nombre, c'est le chômage partiel. Et ça aussi, peut-être ça roule maintenant, tu vas nous dire, mais au début, c'était pas facile quand même. Oui, exactement. On a eu donc un démarrage au niveau du chômage partiel qui a été catastrophique. Mais il faut pas s'en étonner ou crier au scandale. Ce qu'il faut savoir en introduction, c'est que la plateforme du chômage partiel, elle était créée à l'origine, je crois, de tête pour 500 connexions simultanées. Donc vous vous doutez bien que maintenant, avec 8 millions de salariés en chômage partiel, la plateforme, dans les premiers jours de fonctionnement, eh ben, elle a tout simplement explosé. Donc, on a eu beaucoup de difficultés pour récupérer les codes d'accès, beaucoup de difficultés pour faire les ouvertures de compte. Mais bon, fallait prendre son mal en patience, je dirais. Il y a eu des mises à jour techniques du site qui ont été faites et désormais, tout rentre à peu près dans l'ordre. Le dispositif, donc informatiquement, je viens de vous le dire, la plateforme elle a évolué, mais juridiquement et socialement, ça a aussi beaucoup évolué. On a notamment un petit graphique qui a été proposé dans un premier temps aux entreprises pour savoir si elles étaient éligibles ou non au chômage partiel, parce que ça a été la grande peur de tous les entrepreneurs en disant je vais me positionner sur le créneau du chômage partiel, et puis bah, finalement, je n'étais pas éligible, on va me reprendre les allocations qui me sont versées. Donc, moi, j'aime bien, vis-à-vis de mes clients, faire simple et concret. On leur dit, le chômage partiel, vous y avez le droit si vous êtes dans 2 grandes catégories. La première, mon entreprise a été contrainte de fermer. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, mon entreprise est fermée, forcément, mes salariés sont au chômage partiel, pas de difficulté. Deuxième
cas de figure, mon entreprise a subi un très fort déclin, une très forte baisse d'activité. Là aussi, forte baisse d'activité, c'est un des critères pour pouvoir bénéficier du chômage partiel. Autant la première justification en termes de preuve, elle est très simple, hein. On a le décret qui dit mon entreprise, elle est obligatoirement fermée, la discussion est close. Autant pour le deuxième cas de figure, l'activité est en baisse, c'est à l'entrepreneur de monter un dossier plus ou moins personnalisé pour justifier justement de cette baisse d'activité. Ça peut être un nombre de commandes, un nombre de visites, ça peut être des fournisseurs qui ne fournissent pas les matières premières pour aller faire les chantiers, ça peut être mes clients qui m'interdisent d'aller faire les travaux chez eux. Enfin, voilà, c'est à chaque entreprise de personnaliser son dossier. Juste pour terminer sur le chômage partiel, après je passerai la main. Le chômage partiel a beaucoup évolué puisqu'on est désormais sur un reste à charge de quasi zéro pour l'entreprise. À partir du moment où on est sur des salaires, des bas salaires, on entend par bas salaire ici moins de 4,5 le SMIC, le reste à charge pour l'entreprise, il est de zéro. On a également, je rappelle très rapidement le principe du chômage partiel, le salarié est en chômage partiel, il perçoit une indemnité de 70% de son brut, ce qui correspond à peu près à 84% de son net. Voilà. Certains crient au scandale en disant ouais, il y a une déperdition. Ok, mais chômage partiel veut dire je reste à la maison, je ne travaille pas. Donc, c'est quand même logique qu'il y ait potentiellement une déperdition de salaire. Sauf que le gouvernement est allé encore plus loin. On a une possibilité pour les employeurs de faire ce qu'on appelle dans le jargon un maintien de salaire à 100% dans des conditions sociales avantageuses, puisque le petit delta que l'employeur va compléter pour permettre un maintien de salaire à 100% ne subira aucune cotisation sociale. On aura juste de la CSG, mais qui incombe aux salariés, mais pas de cotisation sociale. Donc c'est vraiment là la principale modification au niveau du chômage partiel et qui rend le dispositif tout de même très intéressant. Tellement intéressant d'ailleurs que à compter du 1er mai, les arrêts maladie garde d'enfants basculeront sur le système du chômage partiel. Voilà. Pour conclure, après je passe la main, le chômage partiel, bonne mesure, mais attention, l'entrepreneur doit tout de même avancer les salaires et les remboursements arrivent, selon la ministre du Travail, 10-15 jours après. Dans les faits, ça arrive des fois 10-15 jours après, mais des fois plus tard. 3 points qui nous restent, le report de loyer, les prêts garantis par l'État et les règles du droit du travail, oh là là, et les mesures barrières. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le chat parce que je les relais et Olivier, s'il a la réponse, parce que je pense qu'on est dans... S'il en a la réponse, il répondra. On est dans un pays aussi où on n'arrive pas à dire qu'on ne sait pas. Et parfois on ne sait pas et c'est pas grave. Par contre, quand on sait, on partage. Alors Olivier, qu'est-ce qui se passe avec ces fameux reports de loyer Aide-nous à comprendre quelque chose. Ouais, alors juste pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, c'est une des spécificités de l'expert comptable. Clairement, on ne sait pas tout, mais par contre, généralement, on sait où aller chercher l'info. Donc, en effet, n'hésitez pas si vous avez des questions. Soit je réponds en direct, soit on note votre question et puis on revient vers vous dans un deuxième temps pour vous apporter une réponse précise et concrète. J'en profite pour remercier Fred pour son intervention vraiment super inspirante et j'ai trouvé beaucoup de parallèles justement avec les créateurs d'entreprises qu'on accompagne. Et notamment sur l'audace dans le cadre de leur création d'entreprise. Et on a également au cabinet une petite checklist des différents comment dire, thèmes et voyants qu'on essaye de mettre au vert pour justement se dire c'est le bon moment ou c'est pas forcément le bon moment pour se lancer. Alors après, qu'est-ce qu'un bon moment chacun le définira à sa manière, mais on essaye en tout cas de les accompagner nous aussi à notre manière là-dessus. Et je suis persuadé qu'il y aurait certainement des synergies et des collaborations à trouver avec les créateurs d'entreprises. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, moi, mon sujet, il est beaucoup moins sexy et puis enthousiasmant, hein, puisqu'on est en plein dans la crise, mais on va essayer de le rendre un petit peu plus, justement, vivant et puis moins triste, grâce justement aux différentes aides que nous propose le gouvernement. Alors, parmi les aides significatives et qui vraiment ont un enjeu fort, c'est le report des loyers. Alors, encore une fois, comme je disais en introduction, on est sur un report des loyers. Et c'est bien là toute la difficulté, puisque on a certains restaurateurs, certains magasins qui se retrouvent avec 2 000 à 3 000 euros de loyer à payer chaque mois.
Comment vont-ils faire pour pouvoir payer à la fin de l'année 2 ou 3 loyers d'un coup? C'est là toute la difficulté. Alors le gouvernement continue de travailler là-dessus, et notamment pour les secteurs les plus en difficulté, pour que ces reports peut-être se transforment en annulation, mais ça pose des difficultés techniques incommensurables. Euh, je reviens juste sur un décret, le décret du 23 mars. Le décret du 23 mars, c'est quoi? C'est la possibilité pour les entreprises qui ont bénéficié du fonds de solidarité 1500 euros dont on a parlé avant, c'est la possibilité pour ces entreprises de bénéficier sur simple demande du report des loyers. Le bailleur ne peut pas s'y opposer. C'est-à-dire que si j'ai bénéficié du fonds de solidarité parce que je respecte les critères, je peux également bénéficier du report des loyers. Donc attention, dans ces périodes de crise, que ce soit au niveau social avec les salariés ou que ce soit avec mon bailleur, toujours privilégier le dialogue. Fred, là-dessus, je pense, ira dans mon sens également. Il faut absolument maintenir du dialogue et faire les choses en bonne intelligence. On ne peut pas envoyer un courrier recommandé à accusé de réception avec des termes juridiques complexes sans prendre son téléphone et dire à son bailleur, attention, il faut qu'on trouve une solution ensemble vis-à-vis du loyer, j'ai des difficultés. Comme on disait tout à l'heure, ne pas hésiter à demander de l'aide, et bien là, on est en plein dedans. On demande de l'aide au bailleur pour dire trouvons ensemble une solution et évitons de nous retrouver devant les juridictions pour trancher notre litige. C'est clairement la dernière chose à faire. Je termine ce point de report des loyers sur une note ironique, mais pas tant que ça. On parlait d'annulation. Le gouvernement vient de nous sortir un amendement par lequel les annulations de loyers ne généreraient pas de fiscalité pour les bailleurs. Alors, quelqu'un de normalement constitué va se dire c'est une évidence, je ne perçois pas le loyer, je ne vais pas payer de l'impôt sur mes loyers. Et bien, figurez-vous que si un bailleur ne perçoit pas son loyer et n'a pas mis en œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour percevoir son loyer, et qui simplement il dit bon non, je te fais cadeau du loyer, en l'état actuel des textes jusqu'à présent, le bailleur devait quand même payer de l'impôt comme s'il avait perçu ce loyer. On parle de libéralité consentie. Bon, c'est difficile un peu à comprendre pour le commun des mortels, mais heureusement, le gouvernement revient un peu là-dessus et on ne payera pas de fiscalité sur des loyers qui n'ont pas été perçus. Bon, ça paraît évident, mais c'est le premier geste du gouvernement sur cette histoire de loyer. Alors, et puis, on passe à un autre thème. On en a tous entendu parler parce qu'on suit un peu les infos. Il y a les prêts garantis par l'État. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? C'est quoi? Ça marche comment? Etc. Alors, le prêt garanti par l'État. Je suis content qu'on ait eu l'intervention de Fred avant parce que ça va me permettre de voir ce dispositif de manière audacieuse, opportuniste et positive. Le prêt garanti par l'État, quel est son objectif? Il est tout simplement de consolider la trésorerie de l'entreprise, de lui permettre de faire face à ses prochaines factures, à ses prochaines échéances et d'éviter, encore une fois, les cessations de paiement et les dépôts de bilan qui seraient dramatiques pour l'économie, enfin pour le gouvernement, pour l'économie et pour toute la population. Alors, comment ça se présente concrètement? C'est l'organisme d'État, la BPI, qui va se porter caution à hauteur de 90% des prêts que les banquiers vont octroyer aux entreprises. Alors, c'est quelque chose qui commence à fonctionner de manière très, très fluide et simple. Je prends contact avec mon banquier, je lui dis je veux postuler pour obtenir un prêt garanti par l'État. On détermine combien on souhaite. On remplit le questionnaire soit par mail avec son banquier, soit sur le site de la BPI. Et en 4-5 jours, le prêt peut être débloqué. Alors, on parle d'un prêt d'un montant on parle d'un prêt d'un montant maximum de 25% du chiffre d'affaires. Concrètement, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est là pour vous apporter vraiment du concret et de la réalité de terrain. On prend les charges fixes que l'entreprise va avoir à supporter pendant les 2-3 prochains mois, on fait le total de tout ça et on demande un prêt de ce montant-là. Bon, on arrive rarement à 25% du chiffre, mais ça permet au moins à l'entreprise de voir sereinement les 2-3 prochains mois. Je reviens très rapidement sur les caractéristiques de ce prêt BPI. On a parlé d'un prêt taux zéro. Oui, ok, mais pas tout à fait.
Je rappelle les 3 caractéristiques du prêt. Le taux d'intérêt, donc en effet, pas d'intérêt sur les 12 premiers mois. On aura un taux d'intérêt sans marge qui sera pratiqué par les banques pour les années 2 et 3 si le prêt continue. Je rappelle que ce prêt peut être remboursé à tout moment à partir du 12e mois, à discrétion. Deuxième taux, on a le taux de cautionnement. C'est justement la rémunération de la BPI pour se porter caution de ce prêt. On a un taux qui est à 0,25 la première année, qui passe à 0,5 en année 2 et 3, pour terminer à 1% en année 4 et 5. Donc, ce n'est pas réellement un prêt à taux zéro. Attention, il y a quand même un coût. Dernier taux, le taux de l'assurance. Certains banquiers proposent, et c'est tout à fait logique, de positionner une assurance sur ce prêt. Comme toute assurance, il y a un taux. On se retrouve rapidement avec un taux à 0,3, 0,4, 0,03, 0,04 en fonction des caractéristiques de l'emprunteur. Donc ça vient également gonfler le coût de ce prêt. Pour terminer sur ce prêt garanti par l'État, je dirais 2 choses. Un, il doit s'envisager à court terme. Pourquoi? Parce que c'est un prêt BFR, un prêt de trésorerie qui va devoir être remboursé. Donc, ça ne s'envisage pas sur du long terme. Et deuxième chose, et là c'est le point positif, profitez justement peut-être de ce prêt garanti par l'État pour mener à bien vos projets. Pour les entreprises qui étaient relativement en bonne forme et qui n'ont pas, on ne va pas se mentir, on n'est pas là pour profiter des occasions ou pour comment dire, pour pas jouer franc jeu, mais profiter de cette occasion où les vannes du crédit sont relativement ouvertes pour mener à bien vos projets. On a des entreprises qui se disent ah ben oui, moi j'ai suffisamment de trésorerie pour payer mes échéances, j'en ai pas forcément besoin. Oui et non. Un, ça vous permettra d'avoir un matelas de sécurité qui vous permettra potentiellement de traverser la prochaine crise. Ou deux, ça vous permet éventuellement de mener à bien des projets que vous aviez mis de côté depuis quelques temps. Alors, on arrive au dernier point et on arrive aussi bientôt à la fin de cette émission. On vous lit dans le chat si vous avez des questions. D'ailleurs, on remercie Pauline qui nous dit que le contenu est très intéressant, donc c'est top. Écoute, on va continuer là-dessus. On arrive de cette fameuse échéance plus ou moins bullshit du 11 mai, mais il fallait bien mettre une date. Et donc les entreprises commencent à réouvrir, voilà, à envisager les choses. Et donc le dernier point hyper important, c'est de faire un rappel sur les règles du droit du travail et ces fameuses mesures barrières. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Olivier? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que le social est clairement un sujet casse-gueule, passez-moi le terme, et en plus, n'ayons pas peur des mots, un peu rébarbatif aussi pour le commun des mortels. Je reviendrai juste sur 2-3 évolutions clés qui ont eu lieu pendant cette période Covid. Le gouvernement donc, a permis d'étendre la durée maximale journalière de travail. On a également permis de réduire potentiellement la durée de repos entre 2 journées ouvrées. On a aussi ouvert la possibilité, bon, il y a des accords de branche qui sont nécessaires, mais on a ouvert la possibilité à l'employeur d'imposer les congés payés. Bon, là-dessus, encore une fois, et comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument instaurer du dialogue et travailler en bonne intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon entreprise est vraiment dans la difficulté et que le chef d'entreprise juge qu'il serait bon de faire poser les congés payés, eh ben, on en discute tous ensemble avec le comité social, avec les salariés, et on essaye de trouver une solution ensemble. Il n'y a rien de pire que d'envoyer un courrier brut pour point à tous les salariés en leur disant la semaine prochaine, vous êtes en congé terminé. Il faut absolument en discuter. Ça, c'est des choses qu'on a vues donc pendant la période de confinement. La période de déconfinement arrive à grands pas. C'est vraiment l'occasion justement pour les entrepreneurs et les sociétés de mettre en place et d'appliquer toutes les mesures barrières et les guides de bonnes pratiques qui ont été proposés par le gouvernement. Donc, on va pouvoir passer à l'écran vite fait la capture d'écran du site du ministère du Travail qui justement propose à destination de toutes les entreprises des différents secteurs d'activité des guides de bonnes pratiques pour les salariés et les employeurs. Alors, ça peut paraître un petit peu, comment dire, ridicule n'est pas le terme, mais simpliste ou simple.
mais c'est indispensable et en plus obligatoire de le faire, de l'appliquer et de manière la plus exhaustive possible. Pourquoi? Et tout simplement parce que derrière, il y a un risque pour la société et pour l'employeur. On était sur une période, et je m'en félicite, hein, de vraie solidarité nationale. On était un petit peu d'ailleurs, je trouve, dans le monde des bisounours. Et c'est tant mieux, parce qu'on avait vraiment besoin de cohésion nationale pendant cette période. Mais qu'est-ce qui va se passer à la sortie? Moi, je vois gros comme une maison, tout va reprendre un petit peu son cours habituel et on va malheureusement avoir des attitudes un petit peu individualistes. Et ce qu'il faut, justement, c'est que l'entrepreneur discute avec ses salariés, mette en place les mesures qui s'imposent pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions et tout ça pour éviter les litiges ultérieurs. Il le faut, ce qu'on dit toujours, hein, il vaut toujours mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Surtout, trouver des solutions avec vos salariés pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Le gouvernement l'a rappelé, continuons à utiliser le télétravail qui s'est beaucoup développé de manière un petit peu obligatoire et forcée ces 3 dernières semaines. Mais on y a vu là des opportunités pour certaines entreprises, telles que la nôtre, hein, n'ayons pas peur des mots. C'est vrai que dans notre modeste province où on n'a pas de difficulté de transport, on a toujours eu un petit peu de réticence à mettre en place le télétravail. Cette période de confinement nous a permis de nous rendre compte qu'au final, le télétravail, c'était pas si mal. Il y a certes des difficultés techniques à résoudre, mais il y a également des vraies opportunités dans ce mode d'exercice. Donc voilà, continuer à privilégier le télétravail, consulter ces fiches métiers pour mettre en place tout ce qui s'impose et ainsi tout se passera bien au déconfinement. Alors, on vous lit sur le chat, c'est le moment. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, les questions, voilà, elles passent à l'antenne. On en profite, on a un expert. On arrive proche de la fin de l'émission. Et j'allais dire un truc, tu me pardonneras, Olivier, j'allais dire, peut-être il y a la partie la plus fun de ton métier, c'est que toi, vu que tu vois tout, tu vois les rouages et tout, est-ce que tu n'aurais pas envie de jouer un peu à la boule de cristal? Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains mois? Est-ce que tu as quelques hypothèses à nous partager? Des trucs pas forcément que techniques, mais de philosophie, quoi. Mais quand même dans ton champ d'expertise, quoi. Alors là, c'est super compliqué. Je m'appelle pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal et je et clairement, je peux pas prédire l'avenir. J'écoutais pas mal d'émissions de radio justement, autour des marchés financiers et clairement, personne ne sait, où on va aller. On a eu une forte reprise au niveau des marchés boursiers là, ces derniers temps. Les gens sont partagés. Certains disent qu'il va y avoir une rechute au cours du prochain semestre, d'autres qui disent que ça va repartir. Moi, mes pensées vont en premier temps sur les entreprises qui ne sont pas certaines de repartir tout de suite. Je pense aux restaurateurs, je pense aux hôtels, au secteur du tourisme et de la culture. Mes pensées et mes préoccupations en fait vont vers ces secteurs d'activité en particulier. Euh, j'ai pas de boule de cristal, d'autant plus que les mesures sont amenées encore à évoluer. Euh, Ce qui va être par contre certain, et ça c'est également le cœur de notre métier, la fiscalité dans les prochaines années risque pas forcément d'aller dans le bon sens pour le contribuable. Très clairement, on a des milliards qui ont été injectés et c'est une bonne chose, hein, il faut s'en féliciter. Comme on disait, si ces milliards n'avaient pas été injectés, ça aurait été des faillites d'entreprises. Les faillites d'entreprises, ça génère du chômage. Le chômage, ça génère des crises sociales et des crises tout court et des grosses dépressions. Donc clairement, il fallait que ces milliards soient injectés. Mais malheureusement, un milliard injecté, j'ai envie de dire, tôt ou tard, ça doit être un milliard remboursé. Qui va rembourser? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc les stratégies d'optimisation fiscale dans les prochaines années, c'est un terme un peu tabou, hein, l'optimisation fiscale, mais clairement, ça existera toujours et on aura beaucoup de travail dans les années à venir sur ce sujet-là.